Alors d'abord les ménages. Qu'est-ce qu'un ménage? Un ménage, c'est un ensemble de personnes vivant sous le même toit. Voilà la définition d'un ménage. Donc il ne faut pas confondre le terme de ménage avec le terme de famille, puisque si toutes les familles sont des ménages, tous les ménages ne sont pas des familles. D'accord? Donc c'est un terme différent de celui de famille. Le terme de ménage est très utilisé, en France en tous des cas, comme base de l'analyse des revenus. Plus que le revenu par personne, on va étudier le revenu par ménage et surtout la consommation. Puisque quelle est l'idée sur les gens qui vivent ensemble, donc qui forment un ménage? Ils partagent la même demeure, donc ils ont évidemment un loyer commun par exemple, mais ils vont partager aussi le même frigo, le même placard, les mêmes ustensiles de cuisine, etc. Bref, une partie de leur consommation va être commune, parce que précisément, ils vivent ensemble. Donc voilà pourquoi le ménage, c'est la base de l'étude de la consommation, de l'étude statistique de la consommation. Donc un ménage, ça peut être une personne seule, ça commence à 1, ensemble de personnes, l'ensemble commence à 1, et ce ménage-là, il va désigner un célibataire. Puis après, il peut évidemment, il peut prendre toutes les tailles, jusqu'aux ménages complexes, qui sont des ménages extraordinaires, dans le sens pas ordinaire, comme par exemple un couvent. C'est un ensemble de religieux qui vivent ensemble, et donc un couvent est considéré comme un ménage. Toujours pareil, il y aura dans l'habitation commune nécessairement des implications sur des consommations et des pratiques communes. On peut prendre aussi l'exemple d'une prison, une prison avec ses détenus qui sont là pour un temps plus ou moins long, forment un ménage. Donc on a des ménages ordinaires qui sont des personnes, qui sont souvent confondues avec des familles, on a des célibataires, on a des colocataires, pourquoi pas, deux jeunes étudiants qui vivent ensemble pour partager un loyer, forment un ménage, tout simplement parce qu'il y a le même critère de résidence. Et puis après, on a des ménages complexes, qui sont anecdotiques, mais il faut savoir que ça existe. Alors, composition et caractéristiques des ménages. Alors, il faut faire très très attention sur les ménages parce qu'en fait, ils sont de deux types. Dans les ménages, il y a deux types d'agents et on oublie souvent le deuxième type. Donc, il y a les ménages au sens strict, c'est-à-dire ce sont les individus qui vivent ensemble. Et puis, il y a des ménages particuliers, des ménages qui sont entrepreneurs individuels. C'est-à-dire que le chef de ménage est entrepreneur et chef d'entreprise, mais il n'a pas constitué de société. Donc, son entreprise n'a pas de personnalité morale, ou si vous préférez, la personnalité morale de l'entrepreneur individuel est confondue avec sa propre personne. Donc, dans les ménages, il y a une partie d'entrepreneurs individuels, des travailleurs indépendants, comme on dit souvent, qui peuvent être, par exemple, des commerçants, des artisans ou des agriculteurs qui n'ont pas encore créé de société, ou bien des professions libérales. Donc n'oubliez pas cet aspect entrepreneur qui est confondu avec les ménages. Alors, ça nous amène à parler maintenant de la fonction principale du secteur institutionnel, et donc il va falloir distinguer entre les deux catégories de ménages dont je viens de parler. Donc pour les ménages ordinaires, j'allais dire, c'est la fonction principale, c'est la consommation. Fonction économique d'un ménage, consommer. Ce qui veut dire que ça suppose un revenu, donc ça suppose une activité professionnelle. Pour les entrepreneurs individuels, évidemment, la fonction, elle est différente, bien que ces entrepreneurs individuels, par ailleurs, ce soient des consommateurs. Mais leur fonction principale, et on utilise bien le terme principal, ça va être de produire des biens et des services marchands. L'artisan, le commerçant, la profession libérale, vend des biens ou des prestations, des services à titre marchand. Donc c'est ce qu'on va retenir comme fonction. Ressources principales, donc pour les ménages consommateurs, ce sont leurs revenus d'activité. Donc dans les revenus d'activité, même si on n'a pas encore travaillé cette question, il y a les salaires qui sont les revenus du travail, et puis il y a les différents revenus de la propriété, du capital,
si les ménages en question ont la chance de pouvoir en percevoir, c'est-à-dire des intérêts, c'est-à-dire des dividendes, c'est-à-dire des loyers, puisque le patrimoine ou la propriété peut concerner des biens immobiliers. Hein, bon, je ne détaille pas plus, mais voilà les trois principales catégories, si vous voulez, de revenus de la propriété et du capital. Notez aussi que si on considère que le revenu d'activité est la principale ressource des ménages, un certain nombre de ménages perçoivent d'autres revenus que les revenus d'activité. Ça s'appelle les revenus de transfert, c'est-à-dire les prestations sociales qui sont versées par l'État à des titres divers. Pour assurer la retraite d'une personne, pour couvrir le risque maladie, comme complément pour payer un loyer, hein, l'aide personnalisée au logement. Bref, toutes les prestations sociales qui sont versées en France par l'État ou les collectivités publiques, les collectivités locales, eh bien, sont considérées comme des revenus de transfert et évidemment viennent s'ajouter aux revenus d'activité et permettent d'expliquer en partie la consommation, notamment des ménages les plus démunis. Hein. Mais ça n'est que très rarement, heureusement, le cas où le revenu de transfert ou les revenus de transfert sont les revenus principaux des ménages. Normalement, le cas le plus fréquent, ces revenus de transfert, ce sont des revenus secondaires par rapport aux revenus d'activité. Donc, on considère que la ressource principale des ménages, ce sont les revenus d'activité. Pour les entrepreneurs individuels, eh bien, c'est un terme qui doit être familier à ceux qui font de la compta et de la gestion, puisque la ressource principale de l'entrepreneur individuel, eh bien, c'est son excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire son résultat avant que le capital n'ait été rémunéré. Hein, et effectivement, l'entrepreneur individuel, eh bien, a droit à ce résultat en tant que propriétaire unique de l'entreprise. Pas la totalité, évidemment, parce que si il doit payer des intérêts sur des prêts qu'il a fait auprès d'une institution financière, évidemment, ce sera déduit de son excédent. Hein, et il devra payer les intérêts et rembourser le capital au banquier. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs individuels, donc qui n'ont pas le même type de revenus que les ménages au sens strict. Alors on parle, et je vous conseille de retenir cette expression, pour désigner le revenu des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs individuels, on parle de revenu mixte. Mixité entre quoi et quoi? Eh bien, le travailleur indépendant rémunère son travail, mais il rémunère aussi son apport en capital. Hein, quand vous êtes avocat, par exemple, eh bien, dans vos honoraires, vous allez facturer évidemment votre travail, et ça va être l'essentiel, mais vous allez aussi facturer en partie le loyer de votre bureau, le matériel informatique que vous avez utilisé pour traiter les dossiers de vos clients, etc. Hein, donc c'est un revenu mixte du travail et du capital.